Si vous ne connaissez pas le podcast Rita, ceci est un signe que vous l'écoutiez dorénavant. Audace. Audace. Place à l'audace. Audace. Bon, guys, je suis en plein tunnel du soir avec mes kids à côté de moi, donc peut-être que vous allez entendre des petits bruits, mais j'ai envie de dire, on est dans la thématique, car aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. C'est pas tellement le style d'épisode que je diffuse habituellement, mais il me tient particulièrement à cœur. Alors, le thème abordé dans l'épisode du jour, c'est la maternité. J'ai la chance et l'honneur d'interviewer Anissa qui a créé le podcast Rita. Sans doute que vous le connaissez ou pas encore, mais dans ce podcast, Anissa donne la parole aux mères, mais pas seulement, aussi aux pères et à des spécialistes qui nous apportent vraiment de l'information et de la connaissance sur ce monde de la parentalité qui est pas de tout repos, mais passionnant. Donc, comme je l'ai dit, ce témoignage, il s'éloigne un peu des thématiques habituelles que je propose sur Audace, mais il me tient à cœur. Parce qu'écoutez Anissa raconter comment la maternité a transformé sa vie et comment cette transformation, elle a donné naissance à son 3e bébé, j'ai envie de dire, le podcast. C'est aussi une manière de célébrer l'audace qu'il faut pour créer, pour partager et pour transmettre. Alors, si vous aimez les récits d'accouchement, si vous aimez les histoires vraies, sans filtre, c'est garanti. Vous allez voir, je vais un peu dans le détail. Je pense que je suis encore imprégnée de mes propres accouchements. Je suis encore dans le monde de la petite enfance avec des bébés qui pleurent en background. J'en suis désolée. C'est à toutes ces personnes qui m'ont dit « Fais parler des enfants au micro ». Non, je vous voulais pas. Donc, pour terminer cette introduction chaotique, mais à l'image de la parentalité, de la matrescence, eh bien, si vous aimez ce genre de témoignages bruts et honnêtes et en détail, parce que moi aussi, j'ai mes accouchements qui sont encore à chaud, eh bien, je vous souhaite une excellente écoute et je m'arrête là. En attendant de savoir ce que j'allais faire, tu vois, mais en fait, j'étais paumée. J'ai fini mes études et je me suis dit, ok, j'ai kiffé, c'était trop bien, mais là, maintenant, je suis de nouveau bloquée, tu vois. Tu vois, ça n'a pas été une grosse discussion, le fait que je parte, c'était... Je le fais de manière hyper égoïste, tant pis pour nous, tu vois. Non, en fait, c'est ça. Je pensais que j'étais renseignée. Parce que j'avais toujours été entourée de bébés. Moi, j'avais suivi les grossesses, les accouchements de ma sœur sans fil, qui avait tout raconté. Et en fait, voilà, j'avais l'impression que je connaissais, tu vois. Je savais ce que c'était d'avoir un enfant. Je savais que c'était, au début, les nuits compliquées. Je connaissais le postpartum, mais voilà. En fait, clairement, je n'étais pas renseignée assez. Et là, en 2 secondes, il y a 3 sages-femmes qui rappliquent dans la pièce et il y en a une qui me monte dessus. Donc, mais sauf que moi, je sais pas ce que c'est à ce moment-là. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, j'ai laissé faire, mais sauf que c'était vraiment une torture. En fait, de tout l'accouchement, moi, j'ai vraiment souffert parce que t'es un objet, quoi. On t'appuie dessus, on pousse vraiment sur ton ventre. Et en fait, on ne te demande pas si ça va. En fait, là, on pense que à sortir bébé de manière urgente. Et en fait, à chaque fois, je disais, je vais arrêter, j'en peux plus, quoi. J'étais en souffrance. C'était vraiment une souffrance, moi, l'allaitement du début à la fin. Et pareil, donc le postpartum, mon corps. Oh, là, j'avais du mal, tu vois. La grossesse, j'ai adoré. Vraiment, être enceinte, j'adorais. J'ai pris combien finalement pour Elliot ? Et j'avais ma montée de lait, je savais plus quoi faire, donc je me souviens, j'ouvre la porte à mes parents et là je pleure, je leur tends le petit avec mes nichons à l'air parce qu'en fait je savais même plus rien mettre et je dis aidez-moi quoi, enfin vraiment là je vais pas m'en sortir. En fait, tu vois, avant d'avoir des enfants, on était trop dans le jugement, hein, comme beaucoup je pense, on se disait non mais nous c'est mort, genre le sommeil c'est sacré, donc nos enfants vont dormir quoi. Et en fait on a un peu fait les malins aussi, pour être honnête. Genre Elliot, il a dormi à 6 semaines, on le criait haut et fort sur tous les toits. Moi, j'ai jamais été aussi reposée qu'avec mon nouveau-né. Donc bref, on fait les malins pendant 1 an et demi, puis après on trinque. Je pense que vraiment, moi, ce qui m'a sauvée par la suite, finalement, pour ma 2e grossesse, c'est que j'étais informée, tu vois. C'est en partie pour ça que j'ai lancé le podcast, tu vois. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves,
peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Chaque vendredi, dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Bonjour Anissa. Bonjour Chloé. Merci d'accepter mon invitation dans le podcast. Mais merci à toi, je suis ravie d'être là. Alors, nous avons fait un truc de fou. Franchement, on est un peu folle. Ouais, légèrement. En gros, Anissa, je l'ai rencontrée. En fait, je lui ai envoyé un message, un MP, à genre 5h du mat ou 4h30 du mat. Je crois que j'allaitais encore Mathis, donc c'était en plein milieu de la nuit. Et j'ai dit, meuf, j'ai écouté ton podcast, j'adore. Je le sens bien, viens, on peut se rencontrer, tu vois. Un truc comme ça, quoi. Genre vraiment à la one again. C'était genre il y a 4 mois, je crois, ouais. max. Ouais. Grand max. Anissa, tu m'as répondu dans la foulée, je crois le matin même. Et tu m'as dit, ouais, trop chaude, go, quoi. Et donc, on a fixé un meeting, un verre à deux. Un verre express, hein. Je me souviens qu'on n'avait pas le temps. Ouais. Et donc, c'était vraiment, genre, on s'est vu une cafette. Enfin, vraiment, pas le truc du tout Instagrammable, glamour et tout. Une cafette dans une buvette de foot. Vraiment, c'était littéralement ça, à côté de chez moi. Pendant une demi-heure, je pense. Clairement. Et ça a matché. On a fait parler que podcast. Et moi, j'avais pas encore lancé. Et toi, t'avais déjà lancé, mais tu vas nous raconter ça, un peu l'histoire de Rita. Ouais. Du podcast. Donc, ton podcast s'appelle Rita. On va reprendre au début. Je vais te demander de te présenter. Alors, donc, je m'appelle Anissa Izaz, j'ai 33 ans. J'ai donc fondé le podcast Rita, qui est un podcast sur la parentalité. Et j'ai 2 enfants, 2 petites merveilles qui s'appellent Elliot et Olive. Dans la vie, tu fais quoi ? Donc, je suis journaliste pour un magazine lifestyle qui s'appelle Ce Soir. J'adore reprendre l'histoire de mes intervenants au début et je trouve que l'enfance est aussi assez révélateur. Donc, est-ce que je peux te demander dans quel univers t'as grandi ? Donc moi, je suis issue d'une famille de 4, on était 4 chez moi à la maison, donc tu vois, ça faisait beaucoup de monde. Donc j'ai été habituée au bruit, etc. Donc c'est important que je t'en parle maintenant pour la suite du récit. Et donc une famille classique, on va dire, si ce n'est que en fait je suis métisse. Donc on dirait pas, mais mon papa est marocain, ma maman est belge, donc je suis belgo-marocaine. Et donc voilà, c'était hyper riche culturellement de grandir au sein d'une famille comme ça. Est-ce que tu as eu des difficultés parfois durant, je sais pas, l'enfance ou l'adolescence avec cette mixité ? Oui, par contre, c'est pas de tout repos. Donc dans le sens où si tu veux, il y a une confrontation de 2 cultures différentes. Donc, quand tu grandis en Belgique et que t'es dans une famille où on t'inculque des valeurs et des habitudes à la marocaine, des fois, tu le vis pas très bien en tant qu'enfant et adolescent. Et donc, c'est vrai que mon père a toujours voulu nous inculquer son éducation et ses valeurs, et ça matchait pas forcément avec le mode de vie qu'on avait en Belgique. Donc, ça pouvait être parfois compliqué à gérer, surtout à l'adolescence. On avait pas mal de conflits, je dois dire. Et aujourd'hui, vous avez quel rapport ? Aujourd'hui, on a un rapport assez sain. On est super fiers de nos origines, tu vois, alors que on était
pas dans la confrontation spécialement, mais on les assumait pas toujours plus jeunes. Donc je dis on parce que mes frères et sœurs, on était un peu pareils, tu vois. Et aujourd'hui, on revendique vraiment, on est super fiers d'avoir ces origines. On regrette même, tu vois, de pas avoir appris par exemple la langue et de pas avoir été un peu plus même baigné dedans, même si voilà, il y a des choses qui font partie de notre quotidien et tout, tu vois, mais on n'a pas forcément été au bout parce qu'à ce moment-là, on était un peu plus dans la confrontation avec notre père. Oui. Et tes propres enfants, c'est quelque chose que tu leur enseignes? Ils savent, ouais, ils sont super fiers. Enfin, Elliot, parce que ma fille, elle a encore que 18 mois, donc pour le moment, elle est un peu trop petite pour s'en rendre compte. Mais Elliot, il sait qu'il a une part de son sang qui est marocain, tu vois. Il a un maillot de foot du Maroc, il est trop fier. Donc, et puis, tu vois, il y a des petites traditions chez nous. En plus de Noël, côté belge, côté famille belge, on a aussi des fêtes côté de la famille de mon papa. Et du coup, on est en habit traditionnel, etc. Donc, c'est chouette, quoi. Ils sont un peu baignés là-dedans. C'est important, je trouve. Mm-hmm. Toi, tu n'es pas pratiquante? Non, je suis pas pratiquante du tout. Pour revenir un peu à tes études, ton parcours scolaire, tu peux nous refaire un petit récap de primaire humanité et puis ta formation en tant que journaliste? Oui. Donc, primaire classique, dans une école. Mon papa travaillait dans l'école où j'ai fait mes secondaires ensuite. Donc, ça a été aussi, tu vois, une partie qui a compliqué l'adolescence du fait de tout ça, en fait, puisque il connaissait mon quotidien aussi à l'école. Et mon père était quelqu'un de hyper cool à l'extérieur, mais très sévère avec ses enfants. Donc voilà, ça faisait partie aussi du fait que des fois c'était compliqué à gérer quand on était plus jeune. Ensuite, je t'avoue que moi je savais pas, j'étais vraiment paumée quoi. Je savais pas ce que je voulais faire comme étude. Donc j'ai fait tous ces trucs, ces journées d'apprentissage pour savoir quelle orientation j'allais prendre et tout. Et en vrai, j'ai vraiment choisi au hasard quoi. La communication, je me suis dit OK, ça a l'air sympa. T'avais toujours une affinité avec les mots? Ben écoute, pas tellement à ce moment-là. Okay. En fait, c'était pas conscient. Je me souviens, une de mes profs de français m'avait dit « t'écris bien ». Et je me souviens que j'avais été félicitée pour un travail, j'avais été super rapide. C'est vrai que ça m'avait paru fluide, mais jamais je m'étais dit, tu vois, j'étais pas du genre à avoir un journal intime ou à écrire tout le temps et tout, pas du tout, pas à cette époque-là, tu vois. Mais j'ai toujours été hyper sensible. Et en fait, je pense que c'est là que ma sensibilité s'est révélée par après dans l'écriture. Et donc, je commence l'IEX. Oui. L'IEX, c'est une école de communication à Bruxelles. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, première année, de nouveau, j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place parce que la plupart des gens qui venaient faire l'IEX venaient pour être journalistes pour des grandes chaînes, tu vois, pour faire de l'actu purement. Et moi, c'était pas du tout ma cam, mais je me dis, OK, tu sais quoi, on verra l'année prochaine. L'année prochaine s'annonçait avec des projets beaucoup plus pratiques et ça me plaisait bien. Donc voilà, de fil en aiguille, je reste dans cette école en me disant, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et puis en fait, à mesure que les années passent, là, ça match quoi. Là, vraiment, j'adore mes études et je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie, mais par contre, je kiffe le moment présent et je me dis en fait, j'y vais à fond. Et en fait, on enchaîne les projets, que ce soit des projets radio, donc tu vois déjà un petit côté affinité avec la radio à ce moment-là, mais aussi la vidéo. Pour le coup, j'aimais beaucoup la vidéo à ce moment-là. Le montage et tout, c'était vraiment un truc que je kiffais. Et l'écriture un peu moins, tu vois. L'écriture, c'est vraiment venu sur la fin. Ok. Donc, tu fais tes 5 années à l'IEX. Et puis quoi, tu commences des stages? Comment tu rentres dans la presse? C'est quoi le parcours ensuite? Fait, en dernière année master, dernière année, pas avant, tu fais des stages. Et donc là, je me retrouve à faire des stages dans la presse lifestyle. Ok. Et donc là, je comprends ce que c'est, en fait, la presse lifestyle, tu vois. Et quoi, tu déchantes ou genre, waouh? Non, là, genre, plutôt waouh. Ok. Plutôt, ok, en fait, j'ai ma place dans le journalisme, tu vois. Parce que vraiment, moi, je me suis jamais sentie journaliste, reporter, journaliste pour relayer l'actu chaude et tout. C'était pas ma cam, mais j'avais l'impression qu'il y avait qu'une voie quand tu sortais de l'IEX et que c'était celle-là. En tout cas, si tu choisissais vraiment l'option presse info comme je l'avais fait, tu vois, parce que tu as plusieurs options possibles à l'IEX. Donc vraiment, mes premiers stages ont été assez révélateurs. J'ai fait un stage en télé chez RTL et puis j'ai fait aussi un stage chez BX1 et là j'étais un peu entre deux, tu vois. Je me disais la télé ça m'attire, mais la presse lifestyle écrite aussi.
Et puis en fait, j'ai un peu juste sauté sur la première opportunité parce que c'est un peu galère de trouver un job dans ce domaine-là, dans ce secteur. Et donc j'ai commencé. En fait, attends, je refais un petit retour en arrière parce qu'en réalité, j'ai fini mes études, j'ai fait mes stages. On m'a proposé un job dans un de mes stages, mais c'était vraiment hyper ponctuel et clairement, je pouvais pas vivre de ça. Et donc, le dilemme, c'était, OK, est-ce que j'accepte? Mais du coup, ça veut dire que je dois trouver un peu un job alimentaire sur le côté pour pouvoir payer mon appart. Et j'étais là, non, en fait, ça me fait flipper. En plus, je devais devenir indépendante et tout. J'étais pas prête. Donc, je suis retournée chez mes parents et j'ai trouvé un job au Luxembourg parce qu'ils habitent à la frontière du Luxembourg et j'ai vraiment fait un job dans une banque qui me ramenait, qui me permettait de faire des économies en fait et en attendant de savoir ce que j'allais faire, tu vois. Mais en fait, j'étais paumée. J'ai fini mes études et je me suis dit, ok, j'ai kiffé, c'était trop bien, mais là maintenant, je suis de nouveau bloquée, tu vois. Donc, un peu compliqué. Et à un moment, je me dis, tu sais quoi, j'avais une amie qui était partie vivre à l'île de la Réunion. Et je me suis dit, en fait, j'adore voyager. Est-ce que je la rejoindrais pas? Est-ce que je me dirais pas, ok, c'est maintenant ou jamais. Profite et puis tu verras après, quoi. Donc voilà, je me suis dit, je bosse, je mets de côté et puis je me fais ce grand voyage. Les voyages, pour toi, ça a toujours été quelque chose que tu aimes? Ouais, moi, je vis pour voyager, quoi. Si je pouvais, là, c'est parce qu'on a encore des petits bouts et tout, et on essaye encore de voyager un minimum, mais si on pouvait, avec mon chéri, on partirait tout le temps, quoi. Je rebondis là-dessus, tu parlais de ton chéri. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé? Ouais, bien sûr. Donc, Romain et moi, on est ensemble depuis maintenant 15 ans. Donc, dis-toi que j'ai 33 ans, donc globalement, j'ai passé quasiment la moitié de ma vie avec lui. Incroyable. Donc, assez dingue. Et ce qui est encore plus fou, c'est que on s'est rencontrés donc en secondaire. C'est mon premier amour, mais genre j'avais 15 ans, tu vois. Et donc premier amour en secondaire, au final ça dure un mois puis c'est fini puis tu passes à autre chose, quoi. Et en fait, je pense qu'on se perd de vue pendant 2 ans. Parce que lui, du coup, quitte l'école secondaire, il a 1 an de plus que moi. Et puis, il fait sa première année d'UNIF. Et moi, en fait, j'allais rentrer à l'UNIF. Et je fais ma première soirée avec des potes, rien à voir avec Roman. Et en fait, pendant la soirée, je perds mes potes. Et la seule personne que je croise à ce moment-là, c'est Romain. C'est dingue. Et là, je lui saute dessus, je fais oh, je suis perdue, tu vois, dans une ville que tu connais pas encore. C'est vraiment ta première soirée et tout. Et en fait, voilà, on passe toute la soirée ensemble et à aucun moment, j'ai envie de rejoindre mes potes. À ce moment-là, je reste juste avec Romain. Parce que du coup, le fait est que quand je l'ai rencontré en secondaire, j'étais jeune et tout, mais truc de dingue, c'est que j'ai assez vite su que ce serait l'homme de ma vie. Enfin, je savais pas qu'on allait finir ensemble et tout, mais j'étais là, oh, je l'aime trop, genre gros crush, tu vois. Mais nos vies étaient pas compatibles du tout à ce moment-là. Et donc quand on fait cette soirée ensemble, eh ben c'est pas que c'était évident, mais j'aimais trop, quoi. Je voulais profiter à fond et j'avais l'impression que ça serait l'histoire d'une nuit et puis qu'après on retournerait dans nos vies d'avant et qu'on s'oublierait de nouveau ad vitam aeternam, quoi, presque, quoi, tu vois. Et donc le lendemain, donc on dort ensemble et puis le lendemain, je dois partir tôt prendre le train sans savoir vraiment si on va encore se recontacter, tu vois. Et en fait, je crois que c'est lui qui m'envoie un message pour qu'on se revoie, mais de nouveau sans vraiment savoir. Et puis donc on était début de l'été, c'était mon anniversaire dans ces jours-là, donc je crois qu'il me souhaite bon anniversaire. Et on continue de discuter et puis on se dit en fait pourquoi pas, quoi. On va essayer et puis on verra. Voilà comment tout a commencé, tu vois. Ok. Et donc, à cette période-là où tu fais ton job alimentaire, tu te dis, je vais partir potentiellement à l'étranger rejoindre ma pote. Lui, il était dans l'équation. On se rend compte, on est au début de l'UNIF. Donc, on passe quand même 5 ans dans notre relation de couple, Oui, en mode toi, t'avais ton étudiant. appart et tout, donc Voilà. Moi, vous viviez quand même un peu en fait, on ensemble. vivait pas du tout ensemble. C'est ça le truc, c'est qu'on était chacun dans des villes séparées. Ah oui, oui, oui. Moi, j'étais à Bruxelles, lui, il faisait ses études à Louvain-la-Neuve. Et donc, et quand on termine, comme je te dis, moi, je suis un peu paumée dans mon parcours professionnel. Par contre, lui, il est assez sûr de lui. Il a limite un job le dernier jour de ses cours et tout. Donc lui, il commence sa vie pro, quoi. Il est dans quel domaine, lui? Ingénieur civil. Ok. Donc facile, j'ai envie de te dire, pour trouver un boulot, t'as vite les portes qui sont ouvertes, quoi. Contrairement à la communication.
Et donc lui, il commence à bosser. Il se plaît plutôt bien. En tout cas, il envisage pas autre chose que de bosser à ce moment-là. Que moi, j'ai pas envie de bosser, quoi. Et puis, je suis encore gamine, tu vois. Genre, moi, ça me fait peur de commencer à bosser. Genre, la vie d'adulte, non, j'ai envie de profiter, en fait, tu vois. Et en fait, on vivait toujours pas ensemble. On n'était pas dans un chouette moment de notre relation, puisque, je te dis, on n'était pas alignés à ce moment-là. Et donc, assez vite, je lui dis, écoute, moi, j'ai pas vraiment de quoi rester ici, donc je crois que je vais partir, en fait. J'ai pas envie de continuer à bosser dans ce job qui me plaît pas. Ça me permet juste de mettre de l'argent de côté, mais en fait, je m'épanouis pas. La seule chose qui va m'épanouir, je pense, c'est de voyager maintenant. Est-ce que t'es chaud, quoi? Je lui demande. Et il est pas chaud. Il est clairement pas chaud. Donc c'est pas grave, fine. Je vais quand même partir et je sais pas trop combien de temps, tu vois. Donc, je pense que ça a cheminé un peu dans sa tête et il s'est dit, ok, en fait, c'est vrai que soit on part ensemble ou soit c'est mort, quoi. Parce que clairement, il y avait un fossé qui était en train de se creuser, quoi. Je pense que si je partais, on n'était plus ensemble. Et en fait, on n'en a pas spécialement parlé. Tu vois, ça n'a pas été une grosse discussion, le fait que je parte. C'était, je le fais de manière hyper égoïste, tant pis pour nous, tu vois. Et lui, en fait, à un moment, il m'a dit j'aimerais bien qu'on parte ensemble. C'est juste que moi, je visais l'île de la Réunion. Lui, il avait pas envie d'aller là. Et il m'a dit on partirait bien plus loin, quoi. Encore plus loin. Je dis moi, l'Australie, ça me chauffe bien, si tu veux. Il est là, non, pas chaud, Australie, la Nouvelle-Zélande. Je connaissais pas la Nouvelle-Zélande, donc j'ai commencé à regarder tout. Je me dis waouh, en fait, ça a l'air incroyable, quoi, ce pays. Et je pense que du coup, il se passe 3 mois avant qu'on se décide de partir à durée indéterminée. On avait pris ça s'appelle un Working Holiday Visa, ce qui te permet donc à cette époque-là, tu as droit de demander un Working Holiday Visa jusqu'à tes 30 ans. Et en fait, tu es libre de voyager et de travailler là-bas. C'est assez avantageux, quoi. Donc nous, on y va avec nos petites économies, honnêtement, et notre rêve là-bas. Je sais pas si tu t'imagines en me voyant et tout, mais en fait, c'était de vivre en van. Donc nous, on voulait juste aller à la route, acheter un van et puis barouder pendant 1 an, quoi, tu vois. Oui, quand même pendant 1 an. Vous avez quand même l'idée, enfin, j'imagine qu'il va pas faire ingénieur civil et se dire, ok, en fait, fuck it, je vais rouler en van. À l'air de rien, Romain a un côté très aventurier et baroudeur, tu vois. Donc plus que moi, bien plus que moi d'ailleurs. Et donc en fait, si en parallèle à sa carrière, il était prêt là à kiffer le moment aussi, tu vois. Mais par contre, c'est juste que là, on savait pas combien de temps on partait, on savait juste qu'on pouvait partir max 1 an. Ok, bon, ça limite quand même le truc, quoi. Voilà. Mais on aurait pu repartir par la suite. Mais on s'était mis, ok, 1 an max. Après, il faudra quand même qu'on revienne à la vraie vie, quoi. Tu vois. Et donc on fait ça. Mais dis-toi que nous, on quitte nos familles le jour où on part. On sait pas quand on les revoit. Donc les au revoir hyper dur, quoi. Tu vois. En plus, moi, je suis très famille. Donc à ce moment-là, je suis en chiale. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout? Et bon, on arrive là-bas et en 2 secondes, tu te dis, ok, on a fait le bon choix, tu vois. Cette année était folle ou quoi? C'était dingue. C'était dingue. Vraiment. L'année de notre vie et ça a tout consolidé dans notre couple, je pense, parce qu'on était H24 ensemble, tu vois. On vivait dans ce petit van confiné, on bossait ensemble parce que du coup on a fait des petits jobs de nouveau là-bas, des trucs durs en plus, tu vois. On était de 6h à 22h dans les vignes, on a ramassé des kiwis, enfin on a fait vraiment des jobs hyper manuels et physiques et on était tout le temps ensemble. Donc pour moi c'était ok, là c'est bon, quoi. Là, on est sûr. Parce qu'avant ça, tu vois, moi, je me posais beaucoup de questions et je remettais souvent en question notre relation. Je suis un peu chiante pour ça, je dois dire. Et en fait, vraiment, là-bas, je me suis dit, ok, c'est bon, quoi. Là, on fait notre vie ensemble et c'est sûr, tu vois. Et est-ce que là, vous avez commencé déjà à parler d'enfants? Parce que là, t'avais quoi, 25, 26? 24, j'avais 25. Ok. C'est déjà quelque chose. T'as voulu être mère tôt? En fait, moi, à la limite, j'ai envie de te dire que, mais c'était pas raisonné, hein, mais on s'est mis ensemble, je crois que je lui parlais déjà d'enfant.
Genre, j'étais dingue avec ça. J'étais sûre que je voulais des enfants hyper jeunes. Je pense que c'est parce que ma maman a eu son premier enfant à 19 ans. Ma sœur a été maman hyper jeune. Elle a fini ses études et elle était enceinte. Et je sais pas, moi, je trouvais ça cool d'être une maman jeune puisque j'avais eu ça, tu vois. Et puis, en plus de ça, moi, je veux toujours beaucoup d'enfants. Donc, je me dis, bah, il faut commencer tôt, tu vois. Et Romain, il a pas pris peur? Romain, il a pas pris peur parce du coup, assez vite, il savait qu'il voulait des enfants avec moi. Mais par contre, il était pas chaud du tout à ce moment-là. Il était là, oui, mais pas maintenant. Oui, mais pas maintenant. Mais ça a duré longtemps, le oui, mais pas maintenant, tu vois. Qu'est-ce qu'il a décidé finalement? Donc, moi, je suis tombée enceinte à 29 ans. Mais donc, dis-toi que j'ai dû quand même lui mettre un petit ultimatum à la fin parce que. Cela dit, t'as été patiente, hein? Ouais, je trouve. Après, heureusement, parce que avec le recul, clairement, j'étais pas prête, tu vois. Là, en étant maman, je peux te dire que ça aurait été la plus grosse connerie pour moi qui ai besoin de profiter de la vie, de ma liberté et tout, de tomber enceinte à 25 ans. Mais no way. Donc, merci Romain, tu vois, de m'avoir freiné. Et en fait, bon, je savais, il me faisait attendre, c'est clair, mais tu vois, quand on est revenu de Nouvelle-Zélande, je me suis dit, OK, on trouve chacun un job. Et puis après, on lance le bébé. Et c'est là que ça a été un peu plus dur. Parce que là, il m'a encore fait attendre, je pense, 2 ans. Et moi, à un moment, je lui ai dit, écoute, soit t'es prêt et on lance le projet, ou soit tu me dis que tu seras jamais prêt. Parce que j'avais l'impression qu'il serait jamais prêt. Il trouvait toujours une nouvelle excuse. Parce qu'en fait, moi, je suis du genre à suivre mon instinct. Et lui, il est beaucoup plus réfléchi. Et donc, il avait des bonnes raisons d'attendre, tu vois. Mais moi, je les comprenais pas. Moi, j'étais là, non mais allez, on y va, quoi, on verra, tu vois. Surtout qu'on sait pas, si on essaye, ça peut prendre 1 an, 2 ans, on sait pas. C'est pas instantané. Donc ça, moi, j'avais ça c'était aussi, ouais. Dire, si tu me dis oui aujourd'hui, c'est pas demain qu'il y a le bébé, tu vois. Déjà, il y a 9 mois, et en plus, il faut tomber enceinte. Donc souvent, ça prend la norme, tu sais mieux que moi, mais la norme, je crois que c'est 1 an pour tomber enceinte. Ouais, c'est ça. Faut pas s'inquiéter avant 1 an. Et donc, moi, c'était un peu un stress. Et dis-toi que ça a été un de mes arguments, évidemment. Ouais, le même. Donc, je lui dis, non, mais tu sais, si on commence maintenant, potentiellement, on n'a pas de bébé avant 2 ans. Parce que si ça met 1 an avant que je tombe enceinte. Donc, en fait, go! Bon, bah, en fait, cette théorie pour moi n'a pas marché. J'ai eu la méga chance de tomber enceinte hyper rapidement. Pareil. 3 essais, 3 bébés. Oups. Oui, donc tu vois, tu te dis, en fait, cette théorie. Ok, donc, Elliot, tu tombes enceinte. Comment t'as vécu ta première grossesse? Rêve. C'était le Covid, donc confinement. Je tombe. En fait, on se fait des dernières vacances au ski avec des potes, en sachant que c'est les dernières vacances où je peux prendre un petit verre. C'est les dernières vacances où on sera 2, tu vois. Mais c'est secret, tu vois. Personne le sait. Et donc, en fait, on kiffe à fond et on sait que le jour où on rentre, c'est bon. On lance le projet, quoi. Et en fait, on rentre. Donc, en effet, je te dis, je tombe enceinte rapidement. Et je pense qu'1 mois après, on annonce qu'on est confiné. Et là, en fait, le rêve. Enfin, moi, j'ai adoré ce confinement, tu vois, parce que j'étais tout le temps à parler à mon bébé dans mon ventre. En fait, je savourais chaque minute de cette grossesse, quoi, tu vois. Et en plus, j'ai pas été malade. Non. Donc, tu vois. Pas trop de fatigue, premier trimestre? Si, mais fatigue de dingue, par contre. Mais ça va, heureusement, t'es en télétravail, limite. Mais voilà. En fait, c'était ça, le rêve. C'est que. Et d'ailleurs, c'est ça après, par la suite, pour ma deuxième grossesse, où j'ai vu le contraste. Mais en fait, pour Elliot, j'étais juste chez moi. Donc, en fait, je me tapais des siestes tout le temps. Je faisais une petite tâche pour le boulot, hop, je faisais une sieste. Et donc, clairement, t'es crevé. Mais en fait, je le vivais super bien. Et surtout, Romain était là avec moi. La seule chose qui a été un peu plus compliquée, on va dire, c'est qu'il n'était pas censé pouvoir m'accompagner aux échos. J'allais te demander, et l'accouchement? Est-ce que t'étais pas anxieuse d'accoucher seule, en fait? Si, à fond. Parce qu'en plus, en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'on te testait pour le Covid. Et s'il y en a un des deux qui était positif, si je me souviens bien, en fait, j'ai accouché toute seule. Oui. Donc, en fait, on était en méga flip de ça. Enfin, surtout pour un premier accouchement, tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. Moi, j'avais besoin de Romain, quoi. Donc, si c'était vraiment stressant. Après, finalement, j'ai eu un gynéco qui a été assez cool. En fait, il avait un cabinet privé, mais pour les grosses échos, si tu veux, les échos classiques, il devait me recevoir à l'hôpital. Et donc, à l'hôpital, il était beaucoup plus regardant. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où Romain s'est fait remballer, tu vois. Mais par contre, dès qu'on allait dans son cabinet, là, il était OK, il faisait rentrer Romain, quoi. Ok. T'avais un projet d'accouchement?
En fait, moi, l'accouchement, c'était un truc qui me faisait mais méga peur. Autant la grossesse, j'adorais, mais j'avais très peur d'accoucher. J'avais très peur de l'après-accouchement et des dégâts, tu vois. Sur ton corps? Ouais. Donc, en Ok. fait, mon seul projet à ce moment-là, c'était comment je fais pour que mon périnée prenne pas trop cher. Ok. Et donc, en fait, j'ai fait de la kiné prénatale à mort, tu vois. J'ai musclé comme je pouvais mon périnée. Et puis, en fait, mon projet, c'était d'avoir péri et voilà, quoi, tu vois, de souffrir le moins possible. Vraiment, j'étais pas du tout... à aucun moment, j'envisageais d'accoucher en mode physio, quoi. Ouais. À ce moment-là, donc, t'étais aussi renseignée qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, en fait, c'est ça. Je pensais que j'étais renseignée. Parce que j'avais toujours été entourée de bébés. Moi, j'avais suivi les grossesses, les accouchements de ma sœur sans filtre, qui avait tout raconté. Et en fait, voilà, j'avais l'impression que je connaissais, tu vois. Je savais ce que c'était d'avoir un enfant. Je savais que c'était, au début, les nuits compliquées. Je connaissais le postpartum, mais voilà. En fait, clairement, j'étais pas renseignée assez. Et la réalité, c'était quoi? La réalité, c'était que finalement, j'ai eu un très bel accouchement pour Elliot. Très bien. Donc, Avec ta péri? Ouais, donc en fait, mais ce qui s'est passé, c'est que le jour J, autant j'étais stressée vraiment, c'était vraiment une angoisse, toute la grossesse. Et le jour J, j'étais mes pisse à mort. Et donc, même Romain était là, on y va? Genre, je dis non, franchement, je suis cool. On minutait les contractions. Franchement, elles étaient toutes les 5 minutes. Mais j'étais là, Même on reste encore ici, tu vois. Ah oui, tu sentais, ok, c'est vrai. Voilà. Douleur tolérable. En fait, je me suis réveillée. Il était 6h du mat. Et j'ai perdu un peu du bouchon, tu vois. Oui, bouchon que, mais ça veut pas forcément dire que Non. travaille pas en route. Mais oui. Du coup, j'appelle la maternité. Ok. J'étais à 10 jours avant le terme. Mais dis-toi que, en fait, pareil, je faisais tout, je mettais toutes les chances. J'étais tellement impatiente aussi de rencontrer ce bébé que j'arrêtais pas d'aller marcher. Je mangeais des dattes à fond. Tu vois, on dit que les dattes, ça Pareil. dilate le col et tout. Je l'ai fait. Donc, On peut plus voir une date, mais je l'ai fait aussi. Moi, ça va, je m'en suis pas encore dégoûtée, mais pourtant, j'en ai mangé des paquets, quoi. Et franchement, je faisais plein de choses pour accoucher plus vite, La quoi. tisane de framboisier. Ouais, carrément, d'office. Ça, je l'ai beaucoup plus fait par après avec Olive. Mhm. Et ça, par contre, j'en suis dégoûtée. Et donc, la veille de l'accouchement, en fait, on s'était fait une grosse marche de genre, franchement, 10 km. Ouais. J'avais marché 10 km, j'avais ma montre. Et à la fin de la journée, je vois 10 km, je fais, oh, truc de dingue, enfin, j'abuse quand même, tu vois. Et comme de fait, du coup, je perds un peu du bouchon pendant cette nuit-là, à 6h du mat. Donc, j'appelle quand même la maternité parce que je panique un peu. Moi, je crois que, ok, là, c'est bon, tu vois. Et il faut écouter, vous êtes cool, vous n'avez pas encore perdu, la poche des os, c'est pas percé et tout. Donc, a priori, vous avez quand même le temps, mais minuter les contractions, tu vois. Mhm. Donc, premier accouchement, je te dis, tu sais pas, moi, j'avais en tête que toutes les 5 minutes, il faut peut-être aller à la mat, quoi. Sauf qu'en fait, je gérais tellement la douleur à la maison que je dis à Romain, non, mais tu sais quoi, je vais me mettre sur mon ballon et on va être cool, on part quand vraiment je sens que c'est pas gérable, quoi, tu vois. Donc, je me souviens, on finit une série qu'on avait commencée, on fait 1 épisode, 2 épisodes, et puis il me dit, on y va, et je dis, non, vas-y, lance le dernier, je crois que c'était le dernier épisode de notre série, tu vois. Et il lance ce truc, puis là, je fais, en fait, là, je crois qu'il faut y aller, tu vois. T'as pas pris de bain ou quoi à la maison? Non, Ok. non, j'avais pas... En fait, j'aimais pas trop prendre de bain. Ouais. Et vraiment, j'avais pas mal... Enfin, Ouais. si je sentais tout, mais c'était pas Tu t'es douloureux. dit, c'est ça, accoucher, mais ça va. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je redoutais vraiment le moment où j'allais pousser. Donc, je profitais là, mais c'était pisse, quoi. Et puis, on va à la maternité. Et dans tout ça, j'ai jamais perdu la poche, en fait, tu vois. Donc, ce qui fait que c'était gérable aussi. Et en fait, on arrive à la maternité un dimanche. Il y avait énormément de monde. Et en fait, ils m'oublient. Ils me font le monito, ils m'oublient. Il était midi. Ils m'oublient dans le monito. Je pense que vraiment pendant 2 heures. Et là, je commence quand même à souffrir, quoi. Et donc, au moment où ils viennent pour checker où j'en suis, si tu veux, en fait, j'étais dilatée à 8. Waouh! Ouais. Donc, en fait, j'avais quasiment fait tout le travail. Incroyable. Mais il faut pas mettre de péri, hein. Et donc, du coup, ils me disent, Ah non, hein. vous vouliez la péri? Non. Mais je dis, bah oui.
no way que je fasse pas de péri. Je veux la péri, en fait. Et ils me font, mais madame, vous gérez. Enfin, après, c'est vrai, on rigolait bien. C'était un super chouette moment. Incroyable, team. Moi, j'étais pas en souffrance. Je faisais mes petits exercices pour essayer de bien positionner bébé et tout. Mais enfin, vraiment chill, quoi. Tous les paramètres, nickel, tu vois. C'est juste que vraiment, les sages-femmes défilaient parce qu'en plus, j'étais dans un changement de service. Donc, vraiment, j'en ai vu pas mal, quoi. Elles me disaient, mais madame, enfin, vous allez accoucher sans péri, c'est sûr, quoi. Je dis, mais vous êtes sûre? Et je me souviens que j'arrêtais pas de leur dire, mais vous êtes sûre que je peux y arriver parce que je me rends pas compte à quel point je suis dans l'intensité max de la douleur ou pas, tu vois. Et elles me disent, bah, franchement, là, comme vous êtes, de toute façon, en fait, c'est maintenant ou jamais, en fait. Là, vous êtes à 8, donc il faut vous décider. Donc, je regarde vraiment, je fais, non, mais péri, en fait. Donc, l'anesthésiste arrive et en fait, moi, tu vois, j'ai très peur du sang. Je suis vraiment pas bien dès que je vois une goutte de sang. Et en fait, le truc le plus horrible de cet accouchement, c'est quand il doit me mettre le cathéter, tu vois. Je vois très bien. Je vois très bien. Et en fait, il se loupe parce que je pense que c'était une stagiaire. À ce moment-là, c'était pas encore l'anesthésiste. Et donc, je vois du sang gicler de partout sur ma blouse. Je dois changer de blouse. Et là, je me dis, oh, l'enfer commence, quoi. Vraiment, genre le cauchemar de l'accouchement, comme je le projetais, arrive. Parce que moi, dans ma tête, c'est ça. Et moi, dans ma tête, t'accouches, tu vois une mare de sang, ton bébé, il est plein de sang. Bref, j'étais pas prête. Enfin, si, j'étais prête, mais j'avais peur de ce moment, quoi. Et en fait, finalement, donc péridurale et assez vite, en fait, je dois pousser parce que en fait, la tête était là, quoi, tu vois. Et donc, en fait, la péridurale a quand même agi parce que du coup, j'ai pu faire la comparaison. Sur le moment, j'étais sûre qu'elle agissait pas, tu vois, parce qu'il y a vraiment un côté de mon corps où je sentais tout. Je pense qu'elle a agi d'un côté. Et d'ailleurs, tu sais, quand ils te font les tests pour voir si il y a une jambe où ça répondait plus, par contre, l'autre, je sentais tout, quoi. C'était horrible. Donc, mais bon, du coup, je pense que elle était à moitié efficace, donc ça m'a permis à moitié de gérer. Mais par contre, voilà, il s'avère que vient le moment de pousser et incapable de pousser. Je ne sais pas comment on fait. Attends, et ta poche était percée? Non, ah oui, donc moment assez hilarant, c'est qu'ils ont dû la percer. Oui, forcément. Donc, moment de solitude dans cette salle où ça résonne. Parce qu'en fait, ils te mettent une bassine, ils pètent la poche, et puis là, en fait, tu entends que ça coule pendant je ne sais pas combien de minutes, mais on rigolait, quoi. On était en fou rire avec Romain, genre, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis j'étais là, c'est bon? Non, c'est pas bon, ok. Et mon autre stress de l'accouchement, je pense que c'est le stress de beaucoup de mamans, mais c'était de faire caca. Tu vois, vu que j'avais peur de pousser, je savais pas comment on faisait. Et donc, j'arrêtais pas de leur dire, j'ai trop peur que ça arrive. Je suis vraiment désolée si ça arrive, tu vois, et elle me rassurait, non, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, pas de souci et tout. Et je te jure, la première chose que j'ai demandé quand il est arrivé, est-ce que j'ai fait caca? Non, ok, c'est bon, tout va bien. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, il m'a dit, tu pousses comme faire caca, t'inquiète que j'en ai rien à faire. Toi, tu t'en foutais? Rien. Ah ouais? Je dis, je vais sortir ce bébé, je pousse, pas de souci, je pousse comme faire caca, je pousse comme faire caca. Donc moi, pousser, il n'y a pas de souci. Mais ça, après, c'était, tu vois, c'était avant. J'avais encore un peu de pudeur. Ah, moi, aucune estime. Et après ça, laisse tomber. Tu t'es là, mais en fait, c'est bon, faites tout ce que vous voulez. De toute façon, là, je me suis fait rouler dessus par un camion, donc. Vraiment. Donc, tu pousses, il sort vite. Enfin, tu essayes de pousser. J'essaye de pousser, je comprends pas, donc il m'explique et j'arrive pas, vraiment inefficace. Sauf qu'à un moment donné, donc avec le monito, on se rend compte que le petit cœur est en train de décélérer. Donc là, c'est panique à bord. Là, je vois la panique autant tout avait été cool, autant là, je sais pas, en l'espace de 2 minutes, je vois le regard de tout le monde qui change. Faut savoir aussi que mon gynéco était pas là. Donc en fait, il l'avait appelé, mais il n'était pas sur place. Donc le temps qu'il arrive, c'était l'assistante qui était là. L'assistante que je connais pas, donc pas hyper rassurée. Et en fait, elle a pas réussi à faire poker face, quoi. Et donc j'ai vu qu'elle a commencé à paniquer. Et là, en 2 secondes, il y a 3 sages-femmes qui rappliquent dans la pièce. Et il y en a une qui me monte dessus et qui me fait... non. Ouais. Donc, mais sauf que moi, je sais pas ce que c'est à ce moment-là. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, j'ai laissé faire. Mais sauf que c'était vraiment une torture. En fait, de tout l'accouchement, moi, j'ai vraiment souffert parce que t'es un objet, quoi. On t'appuie dessus, on pousse vraiment sur ton ventre. Et en fait, on se demande pas si ça va. En fait, là, on pense que à sortir bébé de manière urgente. Et même, tu sais, Romain, quand on reparlait de l'accouchement, Romain, c'est vraiment la phase de l'accouchement qu'il a le plus traumatisé, quoi. Il était là, mais c'était de la maltraitance, quoi, vraiment, tu vois.
Et donc finalement, il sort et vraiment la première image que j'ai d'Eliott est un peu trash parce qu'il avait le cordon qui avait fait 2 tours autour de son cou et autour du bras. Et il était tout bleu. Donc pas de cri, tu vois. Et là, en fait, ils mettent pas Eliott sur moi, ils l'embarquent, tu vois. Mais en fait, Romain de coupe nouveau... le cordon? Non, pas le temps. Même pas, ok. Ouais. Non, Donc, ouais, je donc pense, urgence. Quoi. j'ai un peu oublié, mais non, je pense que non, il a pas le temps, on lui propose même pas. Et en fait, heureusement, de nouveau, que c'est mon premier accouchement, que je suis pas trop renseignée. Ça m'a un peu protégée, parce que sur le moment, je me dis, bah, c'est normal, en fait, ça. tu vois. Il faut les paramètres. Et donc, en fait, ils partent, et en fait, là, je l'entends crier dans le couloir. Et ils reviennent assez vite. Et donc, par après, il nous explique qu'il était vraiment en détresse et qu'en fait, ils ont X secondes pour le réanimer. Pour dégager les voies Voilà. aussi, peut-être. Et c'est ça. Et en fait, ils ont même pas eu besoin de faire le geste parce qu'en fait, quand ils sont arrivés dans le couloir, il a repris ses esprits, donc ils ont pu nous le ramener. Donc finalement, je l'ai eu directement en peau à peau, quoi, tu vois. Et alors, tomber in love? Moi, je suis vraiment de la team où j'ai accouché, je viens de souffrir là pendant 1 heure et tout le reste. Donc en fait, foutez-moi la paix. Donc en fait, je suis contente, il est là, mais juste, faut que je me remette de ça, tu vois. Mais je suis in love de Romain fois 1000 à ce moment-là. Je suis in love du moment et de la journée qu'on vient de passer, mais je suis pas encore tombée amoureuse de mon bébé. Clairement pas, tu vois. Et c'est postpartum? Postpartum, plus dur que ce que j'aurais imaginé parce que, en fait, je pense que j'ai pas été très bien accompagnée au niveau de l'allaitement notamment. D'accord. Donc, en fait, Ça, t'étais renseignée ou pas? Non, parce qu'en fait, pour moi, tout se faisait de manière naturelle. J'avais lu un bouquin, mais entre, tu vois, la théorie et la pratique, il y a un gap. Donc, j'avais lu un bouquin et je pensais que ça m'aiderait beaucoup. Et au final, tu vois, j'ai dû positionner mon bébé pour toutes les tétées durant mon séjour à la maternité toute seule. On m'a globalement jamais aidée. Donc en fait, je l'ai toujours mal mis. Donc en fait, je me suis fait des crevasses de dingue directement. Et en fait, je suis jamais sortie de ça. Donc après, quand tu sors de la maternité, t'as une sage-femme qui vient, mais moi, elle venait pas tous les jours. Donc elle venait tous les 3 jours, je pense. Et en fait, à chaque fois, je disais, je vais arrêter, j'en peux plus, quoi. J'étais en souffrance. C'était vraiment une souffrance, moi, l'allaitement du début à la fin. Et elle me remotivait à chaque fois parce qu'elle me replaçait bien. Elle me disait, bah, tu vois, en fait, il t'aide très bien. Puis on avait été vérifié, tu vois, que tout était OK. On avait vu un ostéo. Il y avait pas de frein, il y avait rien. Donc, en fait, il était capable de téter et moi, j'avais ma montée de lait et tout. Donc, et il prenait du poids? Et non, il perdait du poids. Et en fait, les tétés duraient 45 minutes. Donc en fait, il fallait que je le stimule tout le temps et tout. Mais tu vois, j'avais vraiment pas de notion en fait. Donc j'apprends tout à ce moment-là, et c'est erreur. Et puis au final, moi, mes seins, ils trinquent. Et en fait, je tiens 3 mois comme ça. Et à la fin, avec vraiment des mastites toutes les 2 semaines. Enfin, c'était un enfer, quoi. Au point que Romain, il me voyait. Je me souviens que c'était un sujet d'embrouille d'ailleurs. Tout était nickel. On était sur notre petit nuage. La seule friction qu'on avait, c'était que... trop mignon en plus, c'était que moi, j'étais obstinée, genre je veux allaiter. Et en fait, de temps en temps, quand il était à la sieste, du coup, je me faisais une sieste. Et en fait, il y a eu quelques fois où Romain m'a laissé dormir et lui a donné un bibi. Et en fait, je me réveillais, j'étais là, oh, j'ai trop bien dormi, je comprends pas. Et puis il me disait, oui, bah, t'as dormi genre 3 heures. Et je fais, oh, mais Eliott, il a pas mangé, enfin, en panique. Et il me fait, je lui ai donné un bibi. Et là, je pétais un câble. Un bibi de ton lait? Non, parce que je tirais pas. Donc en fait, lui, il pensait bien faire. Ouais. Et donc moi, ça me rendait hystérique, quoi. J'étais là, mais en fait, t'es en train de tout bousiller. Donc déjà que je galère, mais en plus, si tu m'aides pas... Et en fait, lui, il voyait juste que j'étais au bout du rouleau. Donc en fait, il faisait ça pour bien faire, tu vois. Et mais sur le moment, vraiment, j'acceptais pas, tu vois. Je comprends. Ton corps, comment t'as vécu cette grossesse et puis ton postpartum? Et pareil, donc le postpartum, mon corps... Oh, là, j'avais du mal, tu vois. La grossesse, j'ai adoré. Vraiment, être enceinte, j'adorais. T'as pris du poids? J'ai pris combien, finalement, pour Eliott? J'ai pris 12 kilos. Oui, c'est rien. Ouais. T'es très mince. Mais j'ai vite pris du poids parce qu'en fait, c'était le confinement, donc on se faisait plaisir. Et puis, je me lâchais bien, du coup. Je me disais, bah, t'es enceinte qu'une fois, donc fais-toi plaisir, quoi. Je me faisais des gros goûters tout le temps. Enfin, tu vois, le truc que je fais jamais. T'avais des cravings? Genre des trucs... Ah ouais. Bah, Nutella. Nutella? Ouais. Brioche Nutella. C'était mes goûters de base, quoi. Je te jure. Gros craquage. Au point que je pense que j'étais à 5 mois de grossesse. Et du coup, tu vois, tu vas... Ouais. Non, pas diabète. Pas diabète. Ça, heureusement, j'y ai échappé. Mais par contre, ton gynéco te pèse à chaque fois.
Et là, il Mhm. m'avait dit, va peut-être falloir se calmer parce qu'en fait, vous prenez un peu vite du poids. Et je l'avais même super mal pris. J'étais là, mec, je fais un peu ce que je veux. C'est ma grossesse. C'est une fois dans ma life. Laisse-moi faire mes goûters Nutella brioche, quoi, tu vois. Et puis, en fait, finalement, tu vois, j'ai pris 12, donc ça va, tu Ouais, vois. oui, ça va. Euh, Ça va de fou. Et, Et donc, postpartum, le regard, ton corps, ce ventre vide, tout ça. Et ton périnée, finalement, il a trinqué ou pas? Et donc ça a été horrible parce que j'ai eu une petite déchirure, donc on m'a mis un petit point. Mais en fait, ça a été... Mais par contre, bah, moi, c'était très... Enfin, j'étais sensible, quoi. Donc, j'aimais pas, tu vois. Genre, Ouais. j'étais pas bien quand même, tu vois. Mais pourtant, ça a été... Quand je compare, tu vois, à des gens qui ont des grosses épisiots et tout, franchement, c'était rien. Mais n'empêche que Oui. j'étais en souffrance quand même. Ça a pas duré très longtemps, mais je me souviens qu'aller aux toilettes, c'était un enfer. Enfin, tu vois, tu sais bien, quoi. Mhm. Et oui, non, en fait, j'avais fait des photos de l'évolution du postpartum de moi devant le miroir en sous-vêtements. Et j'étais là, ah, mais c'est horrible, quoi. Et en fait, j'avais gardé ces photos pour mes prochaines grossesses, pour me dire, OK, regarde juste l'évolution pour te dire que ça passe vite. Et c'est marrant parce que pour ma deuxième grossesse, enfin mon deuxième postpartum, je m'en suis remis 10 fois plus vite, quoi. Finalement, je pensais que j'étais prête et tout, et finalement, j'ai eu un gros baby blues quand même. Mais enfin voilà, rien de. Genre J'étais chute super d'hormones. bien. Ouais. Ouais, grosse chute d'hormones à J+7, tu vois. Ouais. On est chez nous et je pense que mes parents devaient arriver. Et là, en fait, tsunami d'émotions, quoi. Là, je me mets à pleurer, mais comme j'ai jamais pleuré. Et j'avais ma montée de lait, je savais plus quoi faire. Donc, je me souviens, j'ouvre la porte à mes parents. Et là, Oh. je pleure, je leur tends le petit avec mes nichons à l'air parce qu'en fait, je savais même plus rien mettre. Et je dis, aidez-moi, quoi. Enfin, vraiment, là, je vais pas m'en sortir. Et ma belle-sœur arrivait. Ma belle-sœur avait accouché un mois auparavant. Donc, elle était un peu drillée sur l'allaitement et tout. Et en fait, elle est venue, on a été dans la salle de bain, elle a Ouais. commencé à me presser les seins. Elle m'a dit, voilà, là, ça va te soulager. Maintenant, tu te poses. Et puis après, ça, heureusement qu'ils sont venus ce jour-là parce que je pense que j'aurais dépéri, quoi. Vraiment, ce jour-là, s'il y avait pas quelqu'un pour m'aider, parce que c'est pas Romain qui allait m'aider, tu vois, à ce niveau-là. Il était hyper là, présent mentalement et tout. Mais pour ça, il savait rien faire, tu vois. Il était complètement, tu vois, pas au courant, encore moins que moi, quoi. T'aurais une recommandation à donner à des mamans pour un premier bébé? Je pense que vraiment, moi, ce qui m'a sauvée par la suite, finalement, pour ma deuxième grossesse, c'est que j'étais informée, tu vois. Mhm. C'est en partie pour ça que j'ai lancé le podcast, tu vois. Mhm. On va en parler. Ouais, On va d'abord revenir sur ta deuxième grossesse. Donc, ta fille chérie, oui. raconte. Parce qu'ils sont hyper proches. Ils ont 2 ans et 2 mois d'écart. Ok, c'est voulu. Ouais, on a toujours voulu un écart proche avec Romain. Comme je te disais, en fait, moi, je rêve d'une famille nombreuse, donc je rêve de 4 enfants. On n'est pas encore tout à fait d'accord avec Romain, donc la négociation doit encore suivre son cours. Non, en fait, je dis ça en rigolant, mais en vrai, on va déjà voir comment ça se passe avec les deux, tu vois. Là, on est bien. Et puis peut-être que dans le futur, il y aura d'autres enfants, mais pas encore sûr. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on voulait un écart proche. Et donc, en fait, on avait un bébé parfait. Il a fait ses nuits au bout de 6 semaines, Elliot. Il était tout souriant tout le temps. Il était cool, enfin vraiment. Et puis, on était à 2 focus sur lui. Je te dis, en partie confinement. T'as repris le boulot tôt. Donc, moi, j'avais que 12 semaines de... Ouais, ça, en tant vu que je suis qu'indépendante. ouais. Mhm. 12 semaines de congé mat. Et en fait, Romain, le truc, c'est que vu que c'était la fin du confinement, il bossait encore beaucoup en télétravail, tu vois. Donc, pendant mon congé mat, il a beaucoup été présent. Et l'air de rien, ça change la donne, tu vois. Donc vraiment, en fait, on est dans notre bulle, quoi. C'était le bonheur ultime. Et je pense que Elliot avait pas 6 mois que moi, je voulais déjà un deuxième. Romain me freine un peu. Et puis, finalement, voilà, on continue notre bonhomme de chemin, mais on se met un peu une date limite, genre, OK, au 18 mois du petit, à mon avis, on lance le deuxième. Donc là, tu reprends pas de contraception entre les deux? Entre les deux... Si. Entre les deux, je remets un stérilet sans hormones. Quand même. Ouais. Ah, ok. Ouais. En fait, j'avais déjà un stérilet sans hormones de base. Et après, on n'avait pas envie de devoir faire attention ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, du coup, j'ai remis le stérilet.
sans hormones. Et j'avais pas envie de prendre, tu vois, de micropilules ou quoi. Je voulais vraiment pas d'hormones. Je comprends. Donc c'était le truc le plus safe pour nous. Et en fait, donc voilà. Et autant c'était moi, tu vois, qui était la plus chaude à lancer le deuxième directement. Autant on arrive vers les 1 an et demi d'Eliott. Et là, en fait, je me rends compte que c'est mon bébé, quoi. C'est encore mon bébé et qu'en fait, ça m'angoisse de mettre au monde un deuxième enfant et d'avoir moins de temps dispo pour lui. Donc moi, je suis un peu moins chaude, mais sauf que là, Romain, il est bouillant. Et en fait, il est tellement bouillant que je me dis, en fait, oui, on en avait parlé, on est prêt. Donc, tu vois, je remets pas vraiment en question notre projet de lancer le deuxième. Et donc, j'enlève le stérilet et vraiment, je pense que le soir même, je tombe enceinte. Waouh. Ouais. Ah bah ok. Sauf que, en fait, c'était un peu trop rapide, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, donc je l'enlève, on est début mai. Ouais. Et en fait, on avait un voyage en Corse prévu 1 mois après. Et moi, je me disais, on revient, on profite, on boit un petit verre de vin, on mange du bon fromage. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs là-bas. Savoir qu'Anissa est très fromage charcuterie. Exactement. Et petit apéro aussi. Et petit apéro. Et donc, et puis même, moi, je voyage pour manger aussi, tu vois. Genre, j'adore les découvertes culinaires en voyage. Donc voilà. Et en fait, donc, je tombe enceinte avant de partir. Et comment tu le découvres? Les symptômes? Les mêmes? Je le sens. Direct, ok. J'ai tension dans les seins directement. Ok. Mais dis-toi qu'en fait, je le sentais tellement que j'attends même pas qu'il se passe mon prochain cycle. C'est que je voulais le savoir. Et donc, j'achète, tu vois, ces tests Oui. où tu peux faire le test 10 jours avant tes règles. Et donc, en fait, il y a un mini, tu vois, ça s'affiche genre une mini barre, mais vraiment pas sûre, quoi. Donc, je me dis, je crois que je suis enceinte, mais je suis pas sûre. Romain était pas là. Il était en voyage, en déplacement pour le boulot. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends 10 jours ou j'en rachète? Et donc, je crois que j'en rachète. Je rachète un nouveau test. Et là, positif, quoi. Et donc, du coup, j'avais préparé un petit truc pour annoncer à Romain, puisque j'avais pas pu le faire la première fois, puisque la première fois, mon test pour Eliott, si tu veux, il était avec moi, quoi. Ouais. On était confinés, donc il savait très bien que j'allais le faire et on l'avait découvert ensemble. Donc là, j'avais préparé la petite surprise. Et donc, il revient et puis voilà, trop chouette, on est trop heureux, machin. Et sauf que là, j'ai commencé à être malade, quoi. Ah bon? J'ai commencé à avoir des nausées de dingue. Et on partait en Corse, en van, avec Eliott. Oh my god. Ouais. 18 mois. Donc, en tu fait, penses que c'est lié au fait que ce soit une fille? Tu t'es dit, à mon avis, c'est une fille? Ouais, d'office. Et là, je me suis dit, je l'ai pas verbalisé parce que, en fait, moi, tu vois, je suis du genre à j'essaie de m'auto-persuader de l'opposé de ce que je pense. Donc, c'est-à-dire que là, je me disais, je vais avoir un petit garçon. Je disais à tout le monde, non, mais moi, ça me va d'être maman de 2 petits mecs, tu vois, je le voyais comme ça. Donc, t'as beaucoup demandé? Ouais, on m'a beaucoup demandé. Mais moi, c'est surtout que je me disais, à un moment donné, je voudrais une fille. Alors que ce soit la première, la deuxième, la troisième, je m'en fous, mais à un moment, il me faut une fille, tu vois. Sauf que là, vraiment, à ce moment-là, j'avais tellement kiffé avoir un petit garçon que, honnêtement, ça me dérangeait pas d'avoir un deuxième petit garçon. Mais je crois qu'au fond de moi, je voulais pas me l'avouer, mais au fond de moi, j'espérais une fille. Et là, quand je suis malade, je me dis, d'office, c'est une fille, elle est déjà chiante avant de commencer, tu vois. Et voilà, tu vois, ça a pas loupé. Mais donc, ce voyage en Corse avec Eliott, moi, début de la grossesse. En plus, on l'avait dit à personne avant de partir, tu vois. Et donc, les gens se rendaient pas compte qu'on partait dans ces conditions-là. Donc, tout le monde était là, profitez à fond, ça va être génial. C'était l'enfer. Ouais, j'imagine. L'enfer. Et en fait, est-ce que c'est ce voyage-là ou pas? Mais autant je te disais qu'Eliott était un bébé parfait, autant tout a vrillé à partir du moment où j'étais enceinte, quoi. Donc, est-ce qu'il a senti bébé 2 arriver? Je ne sais pas. Mais en fait, il a commencé à plus du tout dormir. Donc, pendant ces 2 semaines de voyage, dis-toi qu'il ne dormait pas. Il voulait pas dormir. Bon, après, il était complètement dérouté. On était dans ce van. Finalement, on a dû annuler le voyage, le road trip comme on avait prévu. Et en fait, on a pris des hôtels parce que c'était ingérable, quoi. Et mais malgré ça, il arrivait pas à dormir. Et puis en fait, on revient en se disant bon, voilà, c'était merdique, on l'a fait, c'est comme ça, on le fera plus. Et là, on va reprendre une bonne petite routine. Et en fait, non, ça s'est jamais remis.
Elliot a été de ses 1 an et demi à ses, honnêtement, quasiment 2 ans et demi, un enfer. Il déchargeait toutes ses émotions, il était hyper frustré, il dormait pas et donc en fait, tu vois, ça se répercutait la journée parce que du coup, il faisait des colères. Voilà. Dette de sommeil, hein, Voilà. ça s'ensuit, quoi. Voilà, donc Terreur nocturne, j'imagine, des choses comme terreur ça. nocturne, donc terreur nocturne très impressionnant aussi. Heureusement que j'étais quand même au courant de ce que c'était, mais malgré, t'es jamais prêt, je pense, à voir ça, quoi. C'est Non. hyper impressionnant, quoi, quand ton bébé se jette dans tous les sens et que en fait, t'es juste impuissante et tu dois juste le regarder. Oui, c'est ça. Quels sont les gestes à faire? En fait, visiblement, tu peux rien faire. Tu dois juste t'assurer qu'il est en sécurité. Donc en fait, au début, j'ai eu le malheur de vouloir le prendre dans mes bras en me disant que le caler contre moi, ça allait peut-être lui faire du bien. Parce que tu vois, en journée, quand il déchargeait, je sais qu'il avait besoin d'être près de moi. Et en fait, ça amplifiait la crise. Et donc ça, je l'ai su après. Donc en fait, il faut vraiment ne pas les toucher parce qu'en fait, ils sont pas conscients et donc tu risques de les réveiller. Donc la crise risque d'être vraiment amplifiée. Donc ce que je faisais après, c'est que juste je mettais des coussins pour pas qu'ils se tapent la tête contre le mur et tout. Mais vraiment, je chialais, quoi. Enfin, quand il faisait, des fois, ça durait 40 minutes et moi, j'étais juste en train d'attendre que ça passe, quoi. Donc, impressionnant. Oui. D'ailleurs, il y a un super bon épisode chez toi sur le podcast Rita où il y a une experte du sommeil qui vient et on parle de plein de topics super. Ouais, on en franchement, il est parle. hyper Olivia intéressant. Delatte, ouais, justement, elle parle des terreurs nocturnes et elle explique vraiment de manière plus approfondie comment les gérer, quoi. Je mettrai en descriptif de l'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, un truc le plus fou que tu as fait pour résoudre ce problème de sommeil? Ah, mais on a fait plein de trucs. En fait, tu vois, avant d'avoir des enfants, on était trop dans le jugement, hein, comme beaucoup, je pense. On se disait, non, mais nous, c'est mort. Genre, le sommeil, c'est sacré. Donc, nos enfants vont dormir, quoi. On fera tout pour qu'ils dorment. Donc, ça, c'était la théorie. Et donc, et en fait, on a un peu fait les malins aussi, pour être honnête. Genre, Elliot, il a dormi à 6 semaines. On le criait haut et fort sur tous les toits. Moi, j'ai jamais été aussi reposée qu'avec mon nouveau-né. Parce qu'en fait, t'as ton bébé, tu fais plus de soirée, t'es chez toi. Donc, en fait, j'allais dormir tôt. Et finalement, je faisais des nuits de 12 heures, chose que je faisais pas avant, tu vois. Donc, bref, on fait les malins pendant 1 an et demi. Puis après, on trinque. Et donc, je pense qu'on revient de Corse et il se passe encore 1 mois et demi. Et là, on se dit, on peut pas laisser la situation pourrir. Donc là, on va trouver une solution. Donc, on essaye des trucs plutôt, des thérapies alternatives. J'en parle à ma pédiatre, mais elle me dit, écoutez, il a besoin d'être rassuré, vous lui faites une routine, hyper calée, mais il y a rien à faire, ça va passer. Mais moi, le ça va passer, je pouvais pas, tu vois. Il fallait que ça soit résolu. Et donc, du coup, on a été voir des kinésios, des ostéos. On a fait plein de choses et on était même prêt à aller voir je pense que, je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est un espèce d'énergéticien qui enlève les entités sur les enfants, tu vois. Mais ça me faisait un peu flipper de rentrer dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, ça, ce sera le dernier recours. Et en fait, il se fait que, donc, si tu veux, j'ai même encore une note dans mon téléphone je pense que ma note s'appelle Gourou du sommeil. Et j'ai tous les numéros et tous les contacts qu'on avait à ce moment-là. Et en fait, le dernier de ma liste que j'avais pas testé, c'était un simple numéro de téléphone. T'appelais et en fait, tu disais le prénom de ton enfant et voilà. Tu rappelais 3 semaines après. Mais l'angoisse. Ben ouais. Donc tu sais pas. Genre on m'avait dit, en fait, c'est via une connaissance qui avait eu des insomnies toute sa vie et la personne en question avait dit, écoute, moi j'ai appelé, j'ai rien payé et en fait vraiment du jour au lendemain j'ai redormi. Donc t'y crois pas. Moi je me dis à un moment. On n'a plus rien à perdre, donc tu sais quoi, on va essayer quoi. Et donc j'appelle, mais vraiment j'y crois plus quoi, parce que à ce moment-là, on a essayé, je pense, ça fait 5 mois qu'on se ruine, parce que c'est pas gratuit, c'est évidemment pas remboursé tout ce qu'on a fait. On se ruine à essayer plein de choses, et donc là je me dis, en fait je perds rien, je tente quoi. J'appelle, en effet, il me demande le prénom de mon enfant, même pas le nom de famille, juste le prénom, comment ça s'écrit exactement. Il me dit, OK, vous êtes chez vous, allez dans la chambre et dites-moi juste où est le lit. Donc, je lui décris, mais de manière hyper brève, quoi. Je dis, OK, il est posé contre un mur et entre 2 armoires, quoi. Et puis, il me fait, OK, vous allez mettre le lit de l'autre côté de la pièce
Et je dis, vous êtes sûr? Parce que ça me paraît, déjà, ça allait pas avec ma déco, donc ça me saoulait, tu vois, j'étais là, mais what? Enfin, j'ai fait tout un truc exprès. Mais bon, là, tu t'en fous de ta déco, hein, je peux te dire. Et puis je dis, c'est un peu bizarre parce qu'il aura vraiment le radiateur pas loin de sa tête. Enfin bref, ça me paraissait bizarre, mais il me dit, faites-moi confiance et vous me rappelez dans 3 semaines. Et si dans 3 semaines, il n'y a pas d'amélioration, je referai un autre travail. Mais il me dit, vous avez de la chance d'appeler maintenant parce que il me reste une place dans ma liste, dans ma shortlist de personnes à soigner à distance. Et parce qu'il faut savoir que sinon, ça aurait pu être reporté des mois plus tard parce qu'en fait, ça me demande tellement d'énergie que je peux pas prendre trop de, je sais pas, il appelle pas ça des patients, mais trop de personnes en même temps, quoi. Donc je dis ok, on va tenter, quoi. On raccroche. Et puis franchement, pendant 2 semaines, zéro effet. Donc moi là, je me dis ok. C'est quoi, on a tout essayé, quoi. Je vois La pas. ruinée ma déco pour rien, c'est pas. Là, oui, en plus, c'est vrai que je me dis, bon, dans 2 semaines, je remets le lit à sa place, quoi. C'est bon, tu vois. Et puis, en fait, je rappelle, donc je me dis, je vais quand même aller au bout du protocole. Donc, au bout des 3 semaines, je veux rappeler le mec en question. Et là, le numéro indisponible. Tu vois, la ligne coupée. Je me fais, ok. Et en fait, tu vois, je percute pas, je me dis, mais trop bizarre. Enfin, il m'a dit de rappeler. Donc, j'essaye 2-3 fois, puis à un moment, je fais, bon, bah, tant pis. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, ça n'a pas marché. Donc, il m'avait dit de rappeler, mais là, honnêtement, je vois pas. Et en fait, 2 jours après, je pense qu'Eliott redormait. Donc, le lit est toujours à la même place, tant pis pour la déco, quoi. Trop bien. Eliott dort. Pour revenir à Olive, donc raconte-nous un petit peu ton accouchement et ton postpartum. Alors donc pour Olive, complètement différent parce que là j'étais super informée, surinformée presque et moi en fait là j'écoute plein de podcasts etc. et je me renseigne à fond et là je me dis j'ai envie de tenter quand même un accouchement physio parce que finalement tu vois je te racontais que j'avais demandé la péri mais j'avais fait tout mon travail toute seule. Donc en fait, je me sentais plus à même de pouvoir le faire, quoi. Je me dis là, c'est gérable. En plus, on se dit un deuxième, ça va plus vite. Le chemin est déjà tracé, on va dire. Ouais. Normalement, c'est ce qu'on entend. Le deuxième va plus vite. Ouais, exact. Et donc là, je me dis que je vais faire l'accouchement physio, mais j'ai pas le temps dans toute cette gestion de Eliott qui dort pas, etc. J'ai pas vraiment le temps de faire des préparations à l'accouchement physio et tout. Donc en fait, j'y vais vraiment le jour J, j'y vais à l'arrache, quoi. Je me souviens dans la voiture avec Romain, je dis bon, en fait, je rêve d'accoucher sans péri, mais en fait, je suis pas prête quoi. Donc je mets une petite vidéo YouTube d'une américaine qui t'explique comment respirer et en fait, j'y vais avec ça en tête quoi. Et durant tes grossesses, tu travaillais toujours les deux? Enfin, ouais. Donc Eliott durant le Covid. Ouais, alors un petit truc aussi dans mon parcours de grossesse pour Olive, c'est que donc j'étais exténuée, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, à 7 mois de grossesse, j'ai quand même un petit stress, c'est que on doit filer aux urgences parce que j'ai une énorme douleur dans le ventre. Okay. Donc une barre dans le ventre et en fait là, il s'avère que on soupçonne que je commence une prééclampsie et donc je suis sous haute surveillance. Donc en fait, à partir de 7 mois, je dois lever le pied. Je peux pas me permettre d'arrêter de bosser parce que je suis indépendante et que en fait, clairement, c'est no way pour moi. Mais par contre, je suis en télétravail. Je peux plus m'occuper d'Eliott comme je le faisais, donc je peux plus le porter, etc. Et vraiment, je dois me calmer, quoi, tu vois. Donc en fait, ça a été vraiment super dur à ce moment-là parce que je devais rester globalement couchée tout le temps, mais tout en fait m'occupant quand même de mon fils parce qu'en plus il avait vraiment besoin de moi. Oui, 2 ans. Et en plus moi ma grosse crainte de l'arrivée de la deuxième, c'est que j'avais peur qu'il se sente abandonné, tu vois. J'avais vraiment peur de manquer de temps pour lui parce que j'avais été dédiée à lui entièrement, tu vois. Donc vraiment je culpabilisais de dingue et donc en fait ok, je devais faire attention et je voulais préserver mon bébé, mais en même temps, je culpabilisais. Donc voilà, c'est vraiment entre deux, quoi. Petite parenthèse, prééclampsie, c'est quoi? Protéines dans les urines? C'est quoi? Entre autres, ça, c'est un des symptômes. Ouais. En fait, la prééclampsie, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que, ouais, donc tu as des symptômes, tu peux faire de l'hypertension. Moi, c'est le seul truc que j'avais pas, mais par contre, j'avais tout le reste. Donc, j'avais un taux de protéines élevé dans les urines. Tu peux avoir ta vision qui est troublée, des migraines, des fourmis dans les jambes, etc. Et en fait, j'avais quand même pas mal de symptômes. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dû être surveillée toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, j'allais faire relevé d'urine, prise de tension et monito, tu vois. Oui, parce que la seule solution dans ce cas-là, je crois que c'est d'accoucher.
Voilà, donc en fait, c'est ce qu'il nous explique, c'est que c'est comme si ton corps faisait un rejet de ton bébé, et donc la seule manière de soulager la maman, parce que ça peut être très grave, en fait, tu peux mourir de ça, c'est dangereux pour la maman, en fait, plus que pour le bébé finalement, mais la seule chose, c'est d'accoucher. Et donc, à 7 mois, on te dit, par contre, si vous calmez pas, en fait, on me le dit pas de manière si cash, mais en fait, clairement, on me dit, bon là, par contre, on va y aller mollo. Puis je dis, c'est quoi en fait la prééclampsie? Tu vois, j'en avais vaguement entendu parler, mais sans mesurer la gravité de cette maladie, quoi. Et en fait, on me dit, en fait, on risque le déclenchement. Donc, qui dit déclenchement, dit néonate. Et en fait, moi, à ce moment-là, tu vois, ma seule crainte, de nouveau, pour te dire à quel point... Et en fait, c'est ça. C'est que j'étais pas informée hyper fort sur la prééclampsie. Et ça m'a un peu aussi protégée, je pense, parce que par après, quand j'ai su vraiment ce que c'était, je pense que j'aurais vraiment balisé. Et le stress est vraiment pas bon quand t'es là. Tu dois vraiment être peace et tout, quoi. Et moi, ma seule crainte, c'était d'aller en néonate et donc de devoir laisser Elliot à la maison pendant je sais pas combien de jours, tu vois, sans sa maman. Et en fait, ça, j'en faisais des cauchemars, quoi. Et donc ça, c'était mort. Donc juste pour ça, je voulais pas aller en néonate. Alors qu'en fait, finalement, tu vois, si tout se passait bien, c'était la néonate et voilà, quoi. Mais, donc c'était quand même une petite parenthèse. Et donc finalement, tout se passe bien. Et en fait, elle arrive pas, en fait. Je me suis tellement reposée qu'en fait, elle est bien et elle bouge plus et je la sens même remonter. Oh non. Je te jure que c'est un truc de dingue. Je dis à Romain, je me souviens, une semaine avant le terme, je fais, c'est trop bizarre, elle est remontée, quoi. Et je vais pour un énième contrôle pour cette prééclampsie. Et là, mon gynéco dit, oui, toujours rien, quoi. Et on était 10 jours après le terme. Ouais. Et donc là, 10 jours post-terme. Et en fait, moi, j'étais là, là, il faut la sortir, non? Il me dit, franchement, elle est bien. Donc, en fait, il prévoit, là, il me dit, on va programmer un déclenchement vendredi. On était lundi. Vendredi. Et en fait, je fais, donc je pense que je l'ai au téléphone. Et puis, je fais la visite. Et puis là, il me dit, ça sera peut-être pas vendredi, mais plutôt lundi. Moi, c'était mort, j'en pouvais plus, quoi. J'étais là, non, mais on va faire ça vendredi. Il me fait, en fait, elle est bien. Donc, ça sera sans doute lundi parce que je crois que le gars partait en vacances, donc ça l'arrangeait. Et puis, il me dit, mais est-ce que vous voulez que je fasse un petit décollement de paroi, en fait? Parce que ça peut peut-être aider. Et je dis, oui, franchement, allez-y, quoi. Donc, en fait, j'avais très peur de ce décollement. En fait, j'ai rien senti. Donc, il y a deux sons de cloche. Il y en a qui disent que ça fait extrêmement mal. Moi, j'avais entendu ça. Écoute, moi, j'ai franchement rien senti. Ok. Et puis, je rentre à la maison. Je dis à Romain, toujours rien. Et là, on se dit, OK, on va mettre toutes les chances de notre côté. Je vais aller faire du vélo tout l'après-midi. Je me prends toutes les bosses. La technique italienne. On l'a testé. Franchement, nous, ça a marché. Ça a pas marché, nous. Franchement, on l'avait testé, ça faisait 2 semaines qu'on l'a testé presque, et franchement, ça avait pas fonctionné, donc ça, c'était mort. Et mais bon, comme quoi ça marche, du coup, visiblement, chez toi. Je sais pas, c'est ça ou autre chose. Hein. Et donc, j'avais aussi entendu, tu vois, que manger de la choucroute pouvait déclencher, mais pour te dire, j'ai tout essayé. Hein. En plus des dattes que je mangeais à foison. Oui, c'est ça. Et donc, on avait prévu le soir d'aller s'acheter une choucroute. Truc que je déteste, mais là, j'étais prête à tout. Et en fait, il n'y a pas eu besoin parce qu'en fait, je me mets dans le canal, je m'installe et là, en fait, je perds les os, quoi. Ah, t'as perdu les os, là? Ouais, là, j'ai perdu les os. Splash ou? Non, en fait, elle était un peu fissurée, quoi. Ouais, parce que j'ai jamais eu le gros splash comme dans les films, quoi. Tu vois. Et donc là, on va à la mat. Et en fait, on arrive. Et tu vois, autant pour Elliot, j'avais tout géré et j'étais à 8 direct. Autant là, franchement, j'étais déjà en souffrance et on arrive, j'étais qu'à 4. Je savais plus marcher, j'étais à 4. Donc je fais, putain, c'est pas possible, quoi. Et en plus de ça, dis-toi aussi que, oui, c'est ça, j'ai oublié, mais c'est quand même important, c'est que je crois 2 semaines avant cette date-là, on s'était rendu, on avait tout organisé parce qu'en fait, je croyais que j'étais en train d'accoucher. Et en fait, vraiment, je pense que le travail s'était arrêté. Ça, c'est un truc de dingue aussi. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec le monito. Ils m'ont dit, oui, c'est pour aujourd'hui. Et en fait, ils m'ont dit, allez faire un tour comme ça, elle descend. Quoi. Donc nous, on avait tout bloqué parce qu'en plus, c'était une organisation. Tu dois faire garder ton premier, tu sais bien. Et en fait, on revient. Et là, parce que j'arrivais pas à marcher aussi ce jour-là. Et en fait, on va balader, on revient. Et là, je dis, je sens plus de contraction. Donc je crois que ça s'est arrêté. Enfin, je vais pas accoucher aujourd'hui, quoi.
Et en effet, quoi, ils m'ont renvoyé chez moi. Ok, mais tu t'attends peut-être au lendemain ou après, pas 15 jours plus tard. Ah ouais, bah là, ça a mis du temps, quoi. Donc là, je vois encore 4. Je fais putain, c'est quoi dilaté à 4, quoi. Ok, bon, bah en tout cas, de toute façon, tu vas accoucher vu que t'as fissuré. Oui, donc tu sais que c'est pour aujourd'hui, mais tu te dis, ça va être long. Ouais. Alors que j'avais géré le premier accouchement, tout le travail à la maison, là, j'avais pas envie d'être là, tu vois. Et en fait, donc jeudi, par contre, je veux un accouchement physio, donc il me réserve la salle nature, c'est dans l'hôpital, donc très bien. Et il me demande si je veux un bain, je fais ouais, je veux bien, comme ça peut-être que ça va activer un peu la dilatation aussi, et ça va me faire du bien, quoi. C'est le même hôpital ? C'est le même hôpital, oui, avec le même gynéco. Et là aussi, pareil, mon gynéco avait pas été présent pour l'accouchement d'Eliott, et tu vois, comme ça s'est terminé, où j'ai eu la compression et tout abdominale, là, je l'avais vraiment pressé avant l'accouchement et aux dernières visites en disant, je veux que vous soyez là. Parce que je sais que c'est un très bon gynéco, et il m'a dit par après, parce qu'on a beaucoup discuté, ça a été un petit trauma, hein, cette histoire, et il m'a dit que s'il avait été là, sans doute que ça se serait pas passé. Tu vois, lui, il aurait réussi à sortir Eliott d'une autre manière. Ah oui. Et donc, moi, c'était important qu'il soit là parce que je voulais pas que ça se reproduise, parce que pour le coup, là, je savais les dégâts que ça pouvait causer, quoi, tu vois. Et donc en fait, on arrive, et donc, en 2 secondes, je dis, par contre, vous appelez mon gynéco, je veux qu'il soit là. Donc, il est très vite arrivé. Et sauf que, bah, il était là, bon, en fait, on n'y est pas encore, quoi. Donc, je vais faire un petit tour et puis je reviens, quoi. Et pendant ce temps-là, ils me font couler le bain. Le bain met une éternité à couler. Et donc, elles me disent, attendez. Je fais, non, mais là, moi, je vais dedans, j'en peux plus. Tant pis, ça va continuer à couler dedans, mais là, j'en peux plus. Et donc, du coup, je vais dedans, et en fait, je m'installe en me disant, ça va me soulager, parce que je trouvais pas de position idéale. Et en fait, là, je perds du sang. Donc, moi, je te disais, la vue du sang, une petite goutte, je suis déjà pas bien. Et donc, dans le bain, dans l'eau, tu sais bien, ça, d'un coup, t'es dans une mare de sang. Et je vois la tête de Romain, genre, oh, attends, mais tu perds du sang, j'appelle la sage-femme, il appelle, et là, il y a de nouveau, je sais pas combien de gens qui débarquent dans cette pièce et qui me disent, vous sortez du bain, on doit checker, quoi. Donc, en fait, moi, là, je commence à paniquer. Et donc, autant j'étais persuadée que j'allais gérer, autant là, ils m'ont sorti vraiment de ma bulle. Et là, j'ai paniqué. Et là, j'ai commencé à dire, je veux la péridurale, amenez-moi la péri. Et puis, il me disait, l'anesthésiste est pas encore dispo, il viendra dans 10 minutes, madame. Et donc, je dis, je vais pas savoir attendre 10 minutes, donc vous l'appelez maintenant, quoi. Et donc là, j'étais en boucle, vraiment, la meuf trop chiante. C'est là où tous les infirmiers et tout, ils se disent, putain, la meuf, elle voulait salle nature, elle voulait faire la cocotte, physio, nanana, là, elle me fait chier pour 10 minutes pour une péri, quoi. Je suis sûre, ils se disent tout ça. C'est quoi, elle va attendre, elle voulait souffrir, elle va souffrir. Franchement, c'est ça, c'est leur petite vengeance, c'est sûr, tu vois. Et leur vengeance, ou alors, en fait, non, il était vraiment occupé. En fait, ils savaient très bien que j'accouchais, tu vois. Et donc, parce qu'en fait, à ce moment-là, bon, attends, mais là, ils te font accoucher et tout. Donc, à ce moment-là, en fait, moi, j'avais demandé d'accoucher sur le côté. Ok. Sauf qu'en fait. Là, t'avais un plan, hein. Là, j'avais quand même un plan, mais rien écrit. Ok. C'était tout dans ma tête. Je crois que j'avais même pas vraiment dit à Romain. Donc, en fait, sur le moment, ça y est, de nouveau, conseil, c'est qu'il faut toujours bien informer ou mettre par écrit, parce que sur le moment, en fait, tu te laisses tellement porter dans le truc que t'as plus la notion de quoi que ce soit, et en fait, tu précises rien. Donc, je sais que je voulais accoucher sur le côté, sauf qu'en fait, là, clairement, j'ai pas la force de négocier, et surtout, il y a vraiment pas de position qui me convient. Donc finalement, je me retrouve position classique, quoi. Ouais, gynécologique sur le dos. Et là, en fait, ils regardent et ils me font, bah en fait, vous accouchez là, donc va falloir pousser. Donc là, attends, la péri, il est où là? Donc là, il y a pas de péri. Donc là, je comprends qu'en fait, je vais devoir accoucher sans péri. Ça, ça va vite, hein. De 4 à 10, en fait. Ouais. Et il s'est passé, dis-toi qu'on est arrivé à midi, et la petite, elle était là à 16h. Ah, tu vois. Donc, le temps qu'on ait la salle et tout, je pense qu'en 1 heure, je suis passée de 4 à 10, quoi. Donc, ouais, ça va méga vite. Vraiment pour un deuxième. Et donc, ouais, j'ai... Donc là, il dit pousser, madame. Ok, go, quoi, en fait. Ok, go, mais je sais toujours pas comment on pousse. Et donc, et en fait, c'est marrant parce que... T'as pas essayé le petit sifflet et tout? Ah non. Non. Vraiment, j'ai pas essayé. Respirer, bloquer, pousser, quoi. Ouais, j'ai fait cette respiration, mais c'était un peu un flow comme ça, la vidéo que j'avais regardée pour m'aider à respirer. Et donc ça m'aidait beaucoup à gérer la douleur, mais la poussée, clairement, je savais pas. Et je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait une fois, ça va revenir sur le moment, mais comment t'entraîner en amont? Franchement, je voyais pas, tu vois. Donc finalement, je dis de nouveau, mais c'était très cool, c'était marrant cet accouchement-là, parce que entre les poussées, je pouvais presque dormir, tu vois.
Genre, on était peace, et en fait, on papotait, et on se regardait des fois dans le blanc dans les yeux, genre, et c'était moi, du coup, qui contrôlais tout. Et donc, il me disait, bah, vous nous dites quand vous avez une contraction, du coup. Oui. Bah Donc, oui. c'était génial. Oui, forcément. Et donc, en fait, moi, j'étais là, non, c'est bon. Bon, bah, je vais faire un petit somme. Et puis, je rouvrais les yeux, je fais, allez, je crois qu'elle arrive, on y va, tu vois. Ouais, c'était espacé quand même. Ouais, c'était méga espacé. Vraiment. Marrant. Mais j'ai Ok. quand même poussé de nouveau pas mal pour la faire sortir. Et puis à un moment donné, du coup, j'en peux plus. Je me dis, c'est bon, la tête sort. Et puis là, ils me disent, il va falloir pousser encore une dernière fois Ouais. pour faire passer les épaules. Ouais. Et là, je me dis, j'y arriverai pas. Parce qu'en fait, la tête, elle est passée nickel. Bien. Et les T'as pas eu le épaules, cercle de feu? bah, pas tant. En fait, c'est assez flou, hein, honnêtement. À mon avis, je l'ai eu, je sais pas, je l'ai pas ressenti tel quel. Mais donc, la première poussée pour sortir la tête, franchement, nickel, passe comme une lettre à la poste, quoi. Le chemin était tracé. Et pour les épaules, là, vraiment, j'étais dans une autre dimension, quoi. Et donc là, elle est sortie, et puis voilà. Et la délivrance? Et là, c'était incroyable, parce que par contre, C'est nickel, hein? bébé qui pleure, Ouais. bébé qui est directement posé, tu vois, le petit corps Ouais, je vois chaud, très tout bien. visqueux et tout. Et l'odeur, Et oui. ah, c'était incroyable. Ça, c'était vraiment hyper magique. Et en plus, c'était marrant parce que Elliot, c'était vraiment une petite crevette, tout frêle. Et en fait, on me l'a posée et je sentais son poids. Tu m'étonnes, Elle à était 15 bien jours lourde, post-terme, quoi. 10 jours post-terme. Ouais. Je veux dire, un gros paquet. Ben, en fait, elle faisait que, 3 kg 3, mais c'est pas tant. Donc, je fais pas des gros bébés, tu vois. Ce qui fait que pour le périnée et tout, c'est nickel parce que ça se remet bien. Et donc, du coup, finalement, accouchement physio comme je l'espérais, et vraiment dingue, quoi, tout parfait. Et en fait, on fait la délivrance du placenta par la suite. Ça, c'est pas le moment chouette, évidemment. Mais par contre, 1 heure après, j'étais debout, Bien je sûr. prenais ma douche, quoi. Et les tranchées, tu les as senties? Alors, les tranchées, je les ai énormément senties. Pour le deuxième plus que pour le Beaucoup premier? plus, ouais. Ouais, moi aussi. Toi aussi, hein. Moi aussi. Ça, on m'avait prévenu. Moi, je le savais aussi. Ouais. Je connaissais tout, les tranchées. Même pour le premier, je savais tout ça. Donc, Ouais. et c'était limite agréable pour moi. Je sentais mon corps qui se remettait en place. Mais j'aime bien souffrir. Hein. Oui, Dans le mais sport et je tout, vois j'aime trop bien. ce que tu veux dire. Ça se remettait, je mettais mon bébé au sein et l'utérus, c'était Ouais. Et c'est vraiment Tu ça savais travaillait pourquoi ça le faisait. à fond. Eh ben moi, du coup, pour Olive, c'était pareil. Ouais. Je savais pourquoi ça faisait mal et donc je le vivais mieux, mais elles étaient beaucoup plus fortes. Ouais, moi aussi. Mais pour Elliot, tout ça, non. Tout ça, c'était juste de la souffrance, quoi, pour moi, tu vois. Donc en fait... Donc, encore une fois, ce qui t'a aidé pour Olive, c'était de s'informer. Complètement, parce que vraiment, là, je te dis, en plus, j'étais déjà dans mon podcast et tout, donc vraiment dans le domaine, quoi, et je connaissais tout. Mais quand tu connais la théorie, c'est pas la même chose que la pratique. Donc, de nouveau, par exemple, pour l'allaitement, je me suis dit, cet allaitement-là, je vais le réussir, quoi. Ça, c'était ma mission, tu vois. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que non, je sais pas si c'est pas fait pour moi ou quoi, mais en fait, je souffrais trop et j'avais un petit trauma de mon premier allaitement. Donc, la première nuit se passe bien, elle est au sein, elle accroche bien et tout. La deuxième nuit, j'ai des crevasses et en fait, là, j'ai dit, je peux pas, en fait. Donc, en fait, j'ai tiré mon lait pour elle pendant 3 semaines parce qu'en fait, j'avais finalement beaucoup de lait, j'avais eu la montée de lait et je me dis, c'est trop bête, je vais pas acheter ce lait précieux. Donc, je le tirais, je lui donnais au bibi en me disant que peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, je pourrais la remettre au sein. Et en fait, j'ai jamais su. J'avais trop peur d'avoir mal, quoi, à ce moment-là. On va revenir sur la naissance du podcast. Je le ferai dans un autre épisode. Là, j'aimerais bien terminer avec... nous raconte ton postpartum, si tu veux ajouter quelque chose par rapport au postpartum d'Olive. Qu'est-ce qui était dur pour toi ou qu'est-ce qui est dur dans la maternité? Ce qui est dur, je trouve, avec, en tout cas, là aujourd'hui, ce que je trouve compliqué, c'est d'avoir du temps dispo pour quand on a plusieurs enfants. Donc moi, ça, c'est un truc que j'avais pas anticipé, tu vois. C'est que, ça fait partie des questionnements aujourd'hui de est-ce qu'on aura plus d'enfants ou pas, je sais pas, parce que ça me fend le cœur de pas être assez dispo pour eux. J'ai l'impression de jamais avoir assez de temps. Alors que pour Elliot, il a eu la chance d'avoir ses parents entièrement dédiés à lui, tu vois. Et donc ça, c'est compliqué. Par contre, pour le postpartum, ce qui est un conseil, mais ça, c'est la base, je trouve, c'est d'être entourée, quoi. Parce que du coup, moi, pour Olive, ce qui s'est passé, c'est que elle avait même pas 10 jours et en fait, je me suis retrouvée toute seule à gérer les kids parce que Romain était en déplacement pour le boulot, il pouvait pas y échapper et donc il est parti plusieurs jours. Et là, en fait, c'était un enfer, quoi. Genre vraiment, j'ai super mal vécu ce moment parce que
je m'en sortais pas. Elliot, il avait besoin encore beaucoup de moi, tu vois. Il avait à peine 2 ans. Olive, petit bébé accroché à toi tout le temps. Enfin, tu vois. Donc, en fait, j'étais en porte-bébé avec Olive, à prendre Elliot à bras tout le temps. Enfin, c'était vraiment dur. Bon, ça a été que quelques jours, mais quelques jours qui sont précieux parce que t'es en plein postpartum et que tout te paraît une montagne à ce moment-là. Donc, je pense que vraiment, il faut s'entourer. Et si le conjoint peut pas être là, ben là, à ce moment-là, j'aurais dû demander à une pote ou à ma mère de venir, tu vois. Et pour toi, le postpartum dure 3 ans? Ouais, je pense. Il dure en tout cas au moins 1 an et demi. Je suis d'accord. Parce que je trouve que la première année et demie, t'es quand même en montagne russe. Et même moi, mon corps, en tout cas, il est hyper changeant durant ces moments-là, quoi. Jusqu'à 1 an et demi, je vois que mon corps, il est pas le même, quoi, d'un mois à l'autre. Et je pense qu'après 1 an et demi, moi, j'ai l'impression de me retrouver enfin. Mais c'est vrai que dans le sens où il dure 3 ans, c'est aussi le côté où tu deviens t'as un peu plus de temps dispo pour toi-même après 3 ans, quoi, simplement, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord avec Anna Roy. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir maman? Plein de choses. Ça a changé ma confiance en moi. Elle a augmenté ou diminué? Elle a été challengée. Je me suis posé énormément de questions en étant maman. Personnelle ou professionnelle? Ben, les deux, mais c'est surtout sur l'aspect perso où en fait ça a été les montagnes russes parce que je trouve que tu remets tout en question et en fait l'entourage remet beaucoup de choses en question de ta maternité. En fait, quand tu deviens maman, tu te connais pas encore, tu dois apprendre, tu découvres un nouveau rôle, quoi, tu vois. Et ça vraiment, j'ai perdu énormément confiance en moi au début, donc c'est pour ça que je pense que mon premier postpartum a été aussi plus compliqué. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de me faire confiance et en fait c'est la base. Et ça, de nouveau, ça c'est vraiment un message que je voudrais faire passer, c'est que il faut juste se faire confiance. Et en fait, il y a personne qui connaît mieux ses enfants que nous-mêmes. Donc en fait, on a beau entendre plein de conseils autour de nous. Franchement, prenez ce que vous voulez, mais à un moment, faites-vous juste confiance et suivez votre instinct parce que ça paraît un peu bête, tu vois, et un peu bateau de dire ça, mais moi c'est ça qui m'a sauvée parce que pour Olive, j'ai décidé de plus écouter personne. Et en fait, elle va très bien, elle est hyper chill, et moi aussi, tu vois. Elle dort? Elle a mis du temps à dormir, mais on était OK avec ça, tu vois. Elle a mis beaucoup de temps, mais elle avait besoin de nous, et puis à un moment donné, on lui a fait comprendre que là, maintenant, elle avait plus besoin de nous à passer 1 an, elle était à même de gérer sa nuit, et en fait, depuis, elle dort super bien, tu vois. J'aimerais finir avec quelques petites questions. Quel est ton rapport à l'argent? Je suis une grande stressée pour l'argent. J'ai toujours peur de manquer. Un moment dans ta vie, t'as manqué d'argent? Non, mais tu vois, on était une famille nombreuse et je sais que mes parents, ils ont toujours fait tout pour nous. Et on n'a jamais manqué de rien, mais du coup, je sais que eux, ils ont pu galérer, mais ils nous l'ont jamais fait ressentir. Et moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans et donc je calcule quand même toujours tout. Est-ce que tu as dans la journée un petit moment à toi, un petit moment qui t'est précieux et qui permet peut-être de te retrouver? Moi, en fait, mon sas de décompression maintenant, alors que je suis pas une grande sportive, mais depuis que j'ai des enfants, c'est vraiment mettre mes écouteurs, mettre un podcast ou de la musique et me faire un running pendant 40 minutes, quoi. Ça, j'en ai trop besoin. Mais après, un moment que j'adore, c'est juste quand j'ai le temps de me faire un petit déj avec mon petit thé, tu vois. Et c'est rare, mais de temps en temps, je m'octroie ce petit plaisir. Il paraît que quand on veut, on peut. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben c'est tellement vrai. C'est un peu mon leitmotiv, tu vois. Je me dis, en fait, ok, peut-être qu'aujourd'hui, ça marchera pas, mais enfin, persévère et demain, tu y arriveras, tu vois. Est-ce que t'as un livre, un podcast ou un film à nous recommander, à nous conseiller? Ben, podcast Audace, quand même, la Non, base. je pensais que t'allais dire Rita. La base. Mais non, il fallait écouter Rita. Ben, Rita, Audace. En fait, maintenant, c'est marrant parce que, regarde, il y a plein de podcasts belges qui arrivent. Et c'est vrai que à la base, j'écoutais beaucoup de podcasts en France. Mais là, il y a tellement de chouettes choses qui arrivent sur le marché belge que je trouve qu'il faut d'abord découvrir nos petits podcasteurs belges, dont nous, j'avoue. et puis voilà. Et pour un livre, par contre, j'ai récemment lu un livre
qui s'appelle, donc j'ai plus le nom de l'autrice, mais c'est Mon enfant hérisson. Je connais pas, mais je mettrai en barre de description. Écoute, ça concerne sans doute pas tous les parents, mais moi, ça m'a beaucoup aidé pour notamment gérer les émotions d'Eliot, qui est très sensible. J'aime pas mettre des étiquettes sur les enfants, mais justement, celui-là te permet juste de mieux comprendre comment fonctionnent les enfants qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions et qui font beaucoup de colère, par exemple. Donc, ça, je le conseille vraiment. Quel est ton rapport à l'alimentation ? Écoute, moi, je suis une gourmande. J'adore me faire des restos tout le temps. Mais à côté de ça, je pense que je suis quand même à l'écoute de mon corps. Et quand j'ai besoin de faire une diète, je fais une diète, quoi. Tu vois ? Et enfin, tu peux nous donner ta petite routine beauté. Alors, ma routine beauté... Je te rappelle que tu es journaliste, donc tu as la chance de tout tester, de tout recevoir en avant-première, de connaître pas mal sur le secteur de lifestyle, beauté, etc. Donc, dis-nous tout. Ouais, c'est vrai que j'ai pu tester pas mal de choses et pourtant, ma routine, elle est assez basique, tu vois. C'est que moi, j'ai donc la base nettoyage de peau. Double ? Oui. Ça, d'office. Démaquillage d'office. Ok. Ça, je louperai jamais, tu vois. Même après une grosse soirée ou quoi, je me démaquille toujours. Et sinon, en fait, moi, je mets juste une crème de jour en fluide matifiant en général. Et puis, fond de teint, poudre, un peu de mascara. Ça, c'est la crème base. solaire ? Non. Anissa. C'est mal, je sais. Je sais. Je mets que de la crème solaire quand je m'expose vraiment. Mais je mets pas de crème solaire. C'est le meilleur anti-rides, hein. Et en plus, je le conseille à tous les lecteurs, hein, tu vois. Je suis vraiment pas la bonne élève, hein. Mais ne faites pas comme moi. Et le soir, je mets mon sérum le soir, moi, avant de me coucher. Et sérum style quoi, vitamine C ou... Je change tout le temps, en fonction de comment je sens ma peau. Ouais. Et puis hiver, été aussi, on peut varier. Enfin, dernière question. Quel conseil tu donnerais à une jeune maman ? S'informer, se faire confiance, je l'ai aussi dit déjà. Et ne pas s'oublier, en fait. Très bon conseil. Excellent conseil. En tant que femme, en tant que compagne, épouse. Ouais, on doit pas être juste maman, tu vois. Et c'est important. Après, il y en a qui se satisfont entièrement à être maman et mère au foyer. Et franchement, admiration totale, parce que moi, je suis pas sûre que j'en serais capable. Mais par contre, moi, j'ai appris vraiment à écouter mes besoins. J'ai besoin de m'épanouir professionnellement. Et je sais que en étant la femme que je suis aujourd'hui, je suis une bonne maman pour mes enfants, tu vois. Merci beaucoup, Anissa. Merci à toi.